Bonjour tout le monde, je vois le nombre de participants qui augmente très rapidement. Vous êtes tous en train de vous connecter. On va se laisser une à 2 minutes le temps que les autres personnes arrivent. Donc bonjour, merci d'être là. Euh, pour information, vos micros sont automatiquement désactivés, on va les laisser désactiver. En plus, en raison du nombre que vous êtes, ça va pas être possible si tout le monde parle. Donc, vos micros sont désactivés, mais si vous voulez parler, vous avez l'onglet discuter en bas et vous avez un chat, vous pouvez écrire là. Bonjour Gaëlle, bonjour Nathalie. Certains ont trouvé l'onglet discuter, donc voilà, vous pourrez écrire si vous avez des soucis ou si vous avez des questions ou si vous voulez dire bonjour. Sachant que si vous avez des soucis de connexion, il y a notre super Alexandra Marinet, notre chargée de communication, qui peut vous aider. Mes collègues vont mettre dans le chat son numéro. S'il y a des soucis, vous pouvez la contacter. Les caméras, je vois que certains, vous les avez allumées, d'autres éteintes, comme vous souhaitez. Sachant que pour certains, des fois, la bande passante, il y a des problèmes de connexion. Si vous avez des problèmes de connexion, je vous invite à peut-être arrêter votre vidéo, mais si ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez la laisser allumer. En, en haut à droite aussi, vous avez vous avez un petit onglet affiché. Vous avez mode intervenant ou galerie. Je vous invite à vous mettre en mode intervenant. Vous ne verrez que Marthe Lopi, Myriam Grimaud et moi-même. Sinon, en mode galerie, vous verrez toutes les personnes qui sont connectées. Donc, à vous de voir. Bonjour, bonjour tout le monde. Mais écoutez, on va pouvoir commencer. Les gens vont arriver, ça va faire arriver les retardataires. Enfin, les retardataires, ça fait 2 minutes. C'est pas grand retard, mais on tient aussi à respecter le 12h30, 13h30, donc on va démarrer. Merci d'être là. Donc, je vois que ça se connecte encore un peu. Merci d'être aussi nombreux. On avait quand même 574, très exactement, le dernier chiffre en date, 574 inscrits. Donc on sait qu'en général, il y a moitié moins de monde, mais voilà, on va être sur à peu près 200 personnes, plus de 250 personnes. La vidéo sera enregistrée. Vous pouvez être là, mais la vidéo sera enregistrée et elle sera mise sur YouTube. Vous pourrez la revoir ou elle pourra être diffusée à vos collègues ou autres si besoin. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Vous pouvez d'en discuter, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez envie de poser. On prendra 15 minutes à la fin, de 13h15 à 13h30 pour répondre aux questions. On répondra au maximum. Si on ne peut pas répondre à toutes les questions, on fera une FAQ, une foire aux questions, qui vous sera envoyée par mail avec le lien du replay. Donc, merci d'être là pour cette reprise des webinaires en 2023. On avait commencé ça l'an dernier et donc là, on reprend ça. Donc aujourd'hui, le thème de ce webinaire, c'est justice restaurative et violence conjugale, sous le prisme des rencontres condamnées-victimes, détenues-victimes, plus exactement. Petite précision, je pense qu'au niveau connaissance, il doit y avoir un peu de tout. Donc, les rencontres détenues victimes et condamnées victimes, c'est la possibilité pour un groupe de victimes et un groupe d'auteurs d'échanger. Là, plus particulièrement sur 3 victimes de violences conjugales, 3 auteurs de violences conjugales qui ne sont pas liés qui sont liés par le même type d'infraction, mais pas par la même affaire. Très concrètement, c'était 3 victimes de violences conjugales, 3 auteurs de violences conjugales, mais qui n'étaient pas dans le groupe avec leur ex-conjoint, ex-conjointe ou concubin, concubine. On était sur du groupe, mais de l'anonyme. Les gens ne se connaissaient pas. C'est le principe, je parle de là, mais c'est le principe des rencontres condamnées victimes et des rencontres détenues victimes. La nuance, je le dis là, quand je parle de rencontres condamnées victimes, c'est juste qu'on fait ça avec des personnes qui sont condamnées mais qui ne sont pas en prison. On parle de milieu ouvert.
et les rencontres détenues victimes, ce qui est le cas du retour qu'ont en faire Marthe et Myriam, c'est avec des détenus. Et donc, les rencontres se sont passées en détention, en prison. Elles en reparleront. Des rencontres condamnées victimes ou détenues victimes sur le thème des violences conjugales, il y en a eu plusieurs en France. Il y en a eu 9 sur ce thème-là, un peu partout en France, et il y en a encore au moins 4 en projet. Mais aujourd'hui, on ne pouvait pas faire venir tout le monde, et donc aujourd'hui, on a fait le choix de faire appel à Marthe Lopi et Myriam Grimaud qui sont là. Donc Marthe Lopi qui est la chef de service de l'association d'aide aux victimes du Var, La Vive, et Myriam Grimaud qui est première surveillante à la maison d'arrêt de Draguignan, dans le Var. Draguignan dans le Var, pas Gradignan en Gironde. Et qui toutes les deux ont animé des rencontres détenues victimes à la maison d'arrêt de Draguignan. Donc ça c'est leur métier, mais elles sont aussi, j'ai oublié de le préciser, vous l'aurez compris, elles sont aussi animatrices de rencontres condamnées victimes, détenues victimes, elles ont été formées pour ça. Donc merci à toutes les deux d'être là. On va échanger, mais au cours des échanges, si vous avez des questions, une fois de plus, n'hésitez pas à les poser et à la fin, on se garde un quart d'heure pour pouvoir y répondre. Petite précision peut-être, située dans le temps, elles ont animé ces rencontres détenues victimes. Les rencontres ont débuté début novembre et la rencontre bilan a été en janvier. Je n'ai pas précisé. Sur les rencontres détenues victimes, il y a une préparation individuelle de chaque participant. Et ensuite, quand chacun est préparé, quand c'est sécurisé pour tout le monde, il y aura 5 rencontres plénières avec une semaine d'intervalle. Donc, on part pour 5 semaines à la suite. Et il y a une pause de 2 mois et on fera une rencontre bilan 2 mois après. Et donc, ces rencontres, ça s'est passé de novembre 2022 à fin janvier 2023. Voilà pour cette petite introduction. Myriam et Marthe, peut-être commencer par le commencement, à savoir comment a été créé le partenariat entre l'administration pénitentiaire, parce que comme vous pouvez voir Myriam, je l'ai présentée, mais elle est en bleu, elle fait partie du personnel de détention. Donc comment s'est créé ce partenariat entre l'administration pénitentiaire et l'association d'aide aux victimes sur le Var? Marthe? Tu veux que j'y aille? Alors, on a débuté le groupe projet en décembre 2021 et au départ, j'étais la seule formée au niveau de l'aide aux victimes. Il y avait une CPIP, donc conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation formée au niveau du SPIC de Draguignan et 2 personnels pénitentiaires formés, donc Myriam, première surveillante, et un officier de la maison d'arrêt. Donc, le groupe projet au départ s'orientait vers un binôme aide aux victimes et SPIP, sauf que le personnel qui avait été formé au niveau du SPIP, pour des raisons de ressources humaines, n'était pas prêt à animer cette mesure. Donc, le choix a été fait de s'orienter vers un binôme aide aux victimes et personnel pénitentiaire. Donc, ça a été une très, très bonne chose. Donc, Myriam a pu animer cette mesure avec moi. Je vous laisse y aller, Myriam. Oui, alors ça a été compliqué au départ parce qu'effectivement, il s'orientait sur un binôme SPIP aide aux victimes. Et puis après, le choix a été très très vite fait pour que ce soit un personnel de l'administration qui prenne la place, puisqu'on était 2 déjà formés et puis on n'avait pas forcément de temps à perdre pour pouvoir monter cette mesure. Donc ça a été acté très rapidement que c'était Marthe avec moi et puis après les choses se sont
enclenché naturellement. Le groupe projet a continué les réunions et puis on a commencé après à parler du choix du thème qu'on allait prendre pour cette première mesure sur la maison d'arrêt de Draguignan avec des personnes détenues et des personnes victimes. On continue sur le choix de la mesure. Oui, je vais peut-être préciser, je trouve que vous êtes aussi un bel exemple parce que c'est vrai que l'animation des mesures de justice restaurative en France, c'est l'administration pénitentiaire, les associations d'aide aux victimes. Mais dans l'administration pénitentiaire, c'est souvent plus le SPIP, mais pas que. Donc là, c'est un bel exemple des fois, on est bloqué parce que personne du SPIP ne peut animer. Ouais. Mais pourquoi pas aussi le personnel de détention. Donc merci aussi de montrer qu'il y a d'autres possibles. Et du coup, Ouais. oui, tu peux continuer sur peut-être pourquoi ce thème des violences conjugales, parce que les rencontres qu'on a des victimes, des tenues victimes, ça peut être sur des accidents de la route, ça peut être sur des violences volontaires, ça peut être sur des violences sexuelles, ça peut être sur voilà, tout type d'infraction. Mais pourquoi vous avez décidé de choisir ce thème, enfin, cette infraction-là? Alors, au départ, Alors, on s'était orienté vers des délits routiers. Et en fait, en faisant une extraction des personnes qui étaient détenues pour des délits routiers sur la maison d'arrêt, il n'y avait pas forcément de victimes en face. Donc, c'était des conduites sans assurance, des conduites sous l'empire d'un état alcoolique, mais qui ne faisaient pas forcément de victimes en face. Donc, le choix il a été vite fait. C'est-à-dire que le vivier était important aussi bien au niveau des personnes auteurs, donc incarcérées à la maison d'arrêt, que des personnes qui étaient victimes suivies dans l'association d'aide aux victimes. Et donc, on s'est orienté vers ce choix classique et intéressant que sont les violences conjugales. Alors, on était confronté à un autre paramètre, c'est que il faut regarder aussi dans le temps qui va suivre, parce que le temps pour monter une mesure est quand même assez long entre le moment où on décide de l'infraction qu'on va choisir, le moment où on extrait les personnes auteurs qu'on peut amener, les personnes victimes. Et il se passe quand même plusieurs mois. Et les personnes auteurs de délits routiers, pour qu'on puisse les amener au bout d'une mesure entière, il faut qu'elles aient une condamnation quand même qui soit de plusieurs mois. Et il se trouve qu'entre ceux qui sont là pour des délits routiers parce qu'ils ont conduit avec des stupes ou parce qu'ils ont conduit avec de l'alcool, le reliquat de peine n'était pas suffisamment important pour qu'on ait des auteurs qui soient là jusqu'à la fin de la mesure. Et pour qu'on en ait qui soient là jusqu'à la fin de la mesure, quand on regardait les dates, au final, il nous en est resté un seul. Voilà. Voilà pourquoi on s'est orienté sur les violences conjugales, parce que les violences conjugales, les temps de peine sont plus longs et du coup, on avait plus de personnes pour aller jusqu'à la fin de la mesure. Ok, merci. Et donc voilà, vous avez choisi ce thème et ensuite il a fallu trouver les gens. Alors nous, on ne parle pas de recrutement, mais plus d'identification. C'est-à-dire il faut informer les victimes, informer les auteurs sur ce thème-là et voir qui veut participer, parce que la base, c'est quand même le volontariat. Et du coup, comment ça s'est passé, cette phase d'identification des personnes victimes et des personnes auteurs? Est-ce que vous avez des difficultés? Si oui, lesquelles? Et puis, quelles facilités vous avez pu avoir aussi? Alors, concernant les personnes victimes, nous avons extrait de notre logiciel d'aide aux victimes, donc Inaven Progest, des victimes qui ont été suivies par l'association du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Sur ce nombre de victimes-là, il y en a 49 qui ont été contactées. Sur les 49, il y en a 10 qui étaient intéressés. Et donc, nous avons reçu avec Myriam 5 personnes
en entretien préparatoire et 3 personnes qui ont été retenues au final pour la mesure. Donc, sur les 5 personnes que nous avons reçues en entretien préparatoire, il y en a une qui a eu 2 entretiens préparatoires et qui n'a pas donné de suite. Et il y en a une que nous avons dû écarter car les éléments autour de sa sécurité n'étaient pas garantis. Voilà. Pour les auteurs, on a extrait dans les listes du greffe tous les auteurs de violences conjugales. Et là-dessus, on a fait un premier tri avec la date de peine. On t'entend très mal, Myriam. Est-ce que Ouais. c'est très bruyant, il y a des moments où ça fonctionne et d'autres un peu moins. Oui, Je sais pas. le robot dans une maison. Voilà, on est malheureusement, on capte très très mal. J'en suis aujourd'hui, mais on a des problèmes d'effectifs, donc j'ai dû travailler aujourd'hui, ce qui fait que effectivement le son est moins bon que chez moi. J'en suis désolée, j'espère que les gens arrivent quand même à comprendre. Et là, franchement, là, c'est Compliqué. compliqué, ouais. Je sais pas si tu arrives à bouger un peu, ou sinon, Marthe, en attendant, si tu peux expliquer comment Oui. vous avez fait côté hauteur. Alors, après, je peux peut-être essayer de me rapprocher de la fenêtre. J'aurais peut-être plus de réseau. Ah, ça donne quoi? Là, c'est bon. Mieux. Là, c'est bon. Ok, donc là, je suis au bord de la fenêtre, donc je ne bouge plus. Ok. Tu peux remettre ta caméra ou pas? Ah, ben moi, j'ai rien enlevé. Ah, c'était pour la Alors, bande passante. Je sais pas, Alexandra, si tu peux le remettre, s'il te voilà. plaît. Ok, là, c'est bon? Oui. Oui, on va essayer. Sinon, Alors, Marthe, pour les auteurs, donc dans un premier temps, on a écarté de notre liste du greffe ceux qui avaient un reliquat de peine qui était trop court. Ensuite, on avait encore un vivier qui était relativement important. Donc, il a été organisé au sein de la maison d'arrêt 2 ciné-débats sur la même journée, un le matin, un l'après-midi, sur lesquels on a eu à peu près en tout 150 personnes. Et à l'issue du ciné-débat auquel participait Robert Cario, on a eu des entretiens après les films, on a eu des entretiens avec les personnes détenues qui étaient présentes. Et un petit débat. Et ensuite, ils avaient la liberté de venir vers nous par courrier, puisque j'étais, moi, présente à la maison d'arrêt. Ils avaient la possibilité par courrier de nous adresser des courriers pour être orientés pour un premier entretien d'instruction, d'information auprès de moi ou auprès du SPIP. Et puis, comme on n'a pas eu beaucoup de retours, ce sont les CPIP sur leurs entretiens auprès des personnes détenues là pour des vifs qui ont essayé de si certains pouvaient être intéressés. Et donc là, on s'est retrouvé avec 7 personnes auteurs. Quand on a voulu commencer les entretiens avec Marthe au mois de septembre, c'était parti en transfert. Donc, on s'est retrouvés, on en avait 6. Il y en a un qui a été libéré. On s'est retrouvés, on en avait. Sur les 5, on a commencé les entretiens individuels. Et il y en a un qu'on a dû écarter parce que c'était le codétenu dans la même cellule d'un autre auteur qu'on avait sur la mesure. Donc, on leur a posé la question à eux et ils ont eux-mêmes fait le choix de celui qui allait rester sur la mesure et celui qui allait arrêter. Il y a un autre auteur qui a été orienté à ce moment-là, mais nous, on était prises par le temps et on n'a pas pu l'inclure pour mener avec lui des entretiens individuels. Donc, on a mené des entretiens avec 5 auteurs et à l'issue de tous les entretiens, il y en a un qu'on n'a pas retenu
parce que il n'était pas prêt à assister à cette mesure. Donc, on a, au final, quand on a commencé les rencontres plénières, on avait 4 auteurs. Il y avait d'autres choses à rajouter sur oui, du coup, l'identification des victimes, des auteurs, sur des... Vous avez vu des difficultés particulières dans tout ça ou des choses qui vous ont facilité la tâche? Alors, ce qui nous a facilité la tâche pour les auteurs, c'est le fait que moi, je travaille en détention, parce que ça a été très, très facilitant, parce que tous les personnels me connaissent. Du coup, quand je demande une clé, quand je demande un accès, je l'ai beaucoup plus facilement. Ça a été très, très facilitant pour les entretiens individuels, pour trouver une salle, pour avoir des clés, pour avoir un Motorola, pour des blocages de mouvement, pour tout. C'était très, très facilitant. Oui, Après, pour les auteurs, la difficulté, c'était de trouver un lieu pour faire les entretiens qui ne soit pas en détention, parce que je ne voulais pas qu'on soit parasité par les bruits de la détention. Je ne voulais pas qu'on soit parasité en détention par les bruits de la détention toute la journée. Je voulais que ça se fasse au calme, de la même façon qu'on faisait les entretiens avec Marthe pour les personnes victimes. Et du coup, on avait choisi de faire les entretiens au parloir avocat. Parloir avocat, oui, vous avez fait les entretiens au parloir avocat, d'accord. Si je peux juste rajouter que le choix du groupe, il s'est fait vraiment sur la concordance des récits, la résonance entre ce que les personnes victimes et les personnes auteurs ont pu nous dire au cours des entretiens préparatoires et la congruence en fait entre leurs attentes et le programme. Oui, c'était difficile de comprendre ce que Myriam disait. Elle disait qu'une des difficultés, ça a été de trouver un endroit pour que les détenus fassent les entretiens de préparation, que ce ne soit pas parasité par les bruits de la détention. Du coup, ils ont fait ça en parloir avocat. Et avant, Marthe, tu disais une victime pour des raisons de sécurité. Est-ce que tu peux en dire plus ou pas? Alors, la victime qui a été écartée pour des raisons de sécurité? Oui. Donc, il fallait en fait qu'on fasse des vérifications par rapport à cette victime, à savoir que son auteur était incarcéré à la maison d'arrêt et qu'il fallait qu'on lui garantisse que si elle rentrait à la maison d'arrêt, qu'elle serait en sécurité, voilà, que l'auteur ne pouvait pas la voir, qu'elle ne serait pas reconnue. Et donc voilà, il a été décidé avec le groupe projet, donc le groupe projet qui était formé par le SPIP, l'administration pénitentiaire, bon, le personnel surveillant pénitentiaire et l'aide aux victimes. Donc voilà, la décision a été prise par le groupe de ne pas retenir cette personne. Merci. Les personnes ont donc été trouvées, préparées, et au final, vous aviez trois victimes et 4 auteurs. Alors, l'idéal, voilà, l'idéal c'est d'avoir le même nom, mais on s'adapte aussi. Donc voilà, là c'était 3 et 4. Il n'y aura pas un décalage de 1, ça va, mais on n'aura jamais un gros décalage en termes de personnes, de nombre. Et du coup, bien évidemment, en respectant la confidentialité des échanges, mais comment se sont passées ces 5 rencontres plénières et où se sont passées les 5 rencontres plénières globalement? Alors, sur la première rencontre qui a eu lieu, donc les personnes qui ont participé ont fait leur récit, en fait, donc le récit du passage à l'acte et de l'acte commis. Et du côté des personnes victimes, il y avait beaucoup de colère. Les victimes étaient là pour en découdre avec les personnes auteurs et elles avaient un mauvais ressenti à l'égard d'une personne auteur. Donc, elles ont utilisé un mot qui a été assez fort pour décrire cette personne. Et du côté des personnes auteurs, le sentiment qui prédominait, c'était de la honte, en fait.
Ils avaient beaucoup de honte. Et l'auteur en question que les victimes avaient un peu ciblé avait lui-même ressenti qu'il n'avait peut-être pas sa place dans le groupe. Donc, je te laisse peut-être, Myriam, aller sur la deuxième rencontre. Sur la deuxième, en fait, ça a été évoqué à la fin de la première rencontre sur les groupes séparés. Et en fait, sur la deuxième rencontre, on leur a indiqué à tous que tout le monde avait sa place et que pour certains, il fallait peut-être un petit peu plus de temps pour être à l'aise. Et du coup, cette personne auteur-là, sur la deuxième rencontre, a retrouvé complètement sa place au sein du groupe. Et c'est vraiment sur cette deuxième rencontre qu'on s'est rendu compte qu'un groupe s'était formé. C'était flagrant. Sur la deuxième rencontre, ça a été beaucoup plus fluide. Peut-être préciser, quand Myriam parle en fait, à la fin de chaque rencontre plénière, il y a ce qu'on appelle un temps de synthèse, de sas de ventilation des émotions, où on resépare le demi-groupe personnes victimes, le demi-groupe personnes auteurs, en fait, avant qu'ils repartent chez eux ou dans leur cellule, pour savoir comment ça s'est passé, savoir si ça va, et voilà. Et donc là, des choses sont à nouveau évoquées, et donc ces petits détails avaient été évoqués en groupe séparé et ont pu être remis au groupe, fait un rencontre plénière la fois d'après. Enfin, j'essaie de préciser le protocole qui n'est pas, qui est, qui est, qui est pas très simple comme ça, donc j'essaie que ce soit clair pour tout le monde. Il n'est pas simple, mais il fait en sorte que ce soit sécurisé du début à la fin pour les personnes. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, donc ensuite, sur la troisième rencontre, il y a eu un approfondissement des récits. Donc, les auteurs avaient le sentiment qu'ils faisaient du surplace et ils voulaient passer à la deuxième. Et il y a eu le même ressenti du côté des personnes victimes. Donc, au cours de cette troisième rencontre, il y a eu plusieurs échanges assez forts en termes d'émotions, d'effets miroirs et d'enjeux. Tout le groupe a pu s'exprimer sur ces moments forts. Le bâton de parole était oublié même par les participants et les échanges ont été très fluides et très nourris au moment de la troisième rencontre. Est-ce que tu veux que je poursuive sur la quatrième? Si tu veux, oui, vas-y. Comme on ne m'entend pas bien, moi. Donc, sur la quatrième rencontre, ce qui a été évoqué, c'est les répercussions de l'acte, donc aussi bien financières que familiales, que sociales ou sociétales. Les participants ont aussi évoqué la peur du mimétisme au niveau des enfants. Les personnes victimes ont évoqué et expliqué aux personnes auteurs le mécanisme de l'emprise. Elles ont aussi défini ce qu'était pour elles une relation toxique et l'état de stress post-traumatique. Les auteurs, eux, avaient le sentiment de culpabilité, donc ils ont un peu expliqué pourquoi est-ce qu'ils se sentaient coupables des actes qu'ils avaient commis et ils étaient beaucoup dans l'empathie, je dirais. Donc le groupe a pu faire le constat en fait que les répercussions étaient communes et ils ont aussi parlé de dédiabolisation, donc des personnes d'auteurs. Au niveau de la cinquième rencontre, il y a eu un questionnement sur les réponses qui avaient été apportées par le groupe aux attentes et une poursuite des échanges qui avaient été amorcés. À la fin de la cinquième rencontre, donc le groupe a eu du mal à se séparer. Le groupe a pensé que 5 rencontres, ce n'était pas suffisant. Et ils ont évoqué le fait que le mardi matin, c'était un rendez-vous pour eux qu'ils attendaient tous avec impatience. Donc ensuite, un mois et demi après, on a eu la rencontre bilan. Donc ça a été un bilan individuel pour chaque participant. Malheureusement, lors de la rencontre bilan, il y a un auteur qui avait été libéré pour des soins.
Donc, malgré le fait qu'il n'ait pas été présent physiquement, ben, il a été évoqué par le groupe tout au long de la rencontre bilan. Les participants ont fait des retours positifs sur la mesure. Le groupe nous a même demandé s'il pouvait se réunir à nouveau. Et donc, on leur a signifié que c'était pas possible et que à la fin du bilan, voilà, c'était un au revoir et que il n'y aurait pas de réunion derrière. Et ils se sont échangés des souvenirs. Concernant l'auteur qui est parti pour des soins, moi, le fait que je travaille en détention, j'ai su quand est-ce qu'il partait assez rapidement. Du coup, je suis allée le voir le matin de son départ, je travaillais, donc je suis allée le voir en cellule avant son départ et j'ai recueilli ses propos et le souhait qu'il avait d'exprimer des choses pour le groupe. Et j'ai porté sa parole sur la rencontre bilan pour dire au groupe ce que lui avait envie de leur dire et qui ne pouvait pas le faire puisqu'il serait absent. Et il a beaucoup apprécié ce geste et les participants étaient très contents de savoir qu'il avait laissé quand même un petit mot pour eux et pour les échanges de souvenirs. On lui a fait parvenir par courrier sur son lieu de soins tous les souvenirs qui avaient été laissés par les participants pour lui. Pour préciser, peu importe que ce soit le thème de violence conjugale ou pas, mais c'est vrai que souvent à la fin de la 5e rencontre, les gens disent « Oh mince, c'est terminé ». C'est pas pour rien qu'elle laissé le délai de 1 mois et demi, 2 mois avec la rencontre bilan, c'est pour que les personnes pas réapprennent, mais se détachent du groupe, parce que voilà, des liens se créent aussi dans ce groupe, donc le délai de 2 mois n'est pas mis au hasard. Et puis après, des fois, même s'il y a des volontés au début, on a pu voir que les gens ne continuaient pas à se voir après la rencontre bilan. Donc voilà, il y a un début et une fin à ces rencontres. Le bilan qu'en ont fait les personnes, vous l'avez évoqué du coup, et peut-être vous, en tant que professionnel, pardon, quel bilan vous en faites avec le recul d'un petit mois maintenant? Alors, pour ma part, ces rencontres, elles ont été vraiment très enrichissantes sur le plan professionnel. Donc, le binôme que j'ai formé avec Myriam, il a été vraiment formidable. On s'est compris dès le départ et on a su développer une véritable complicité, je dirais. On n'avait pas besoin de se parler, en fait. Je pense qu'on a appris à se découvrir, nous aussi, au moment des entretiens préparatoires qu'on a pu avoir avec les personnes victimes et les personnes auteurs. Et juste le fait qu'on se regardait au moment des rencontres a montré en fait aux personnes qui ont participé euh, qu'on avait cette complicité. Donc, ce qui nous a été dit à la fin, c'est qu'ils pensaient qu'on se connaissait depuis des années, alors que non. On s'est rencontrés en décembre 2021. On a commencé les entretiens avec les personnes victimes en juin 2022, avec les auteurs en septembre 2022, et on a commencé à animer la rencontre en novembre 2022. Donc, cette première expérience dans l'animation, pardon, elle m'a permis, moi, professionnellement, de sortir de ma zone de confort, en fait, et d'adopter une posture professionnelle qui m'était totalement inconnue. Donc, je suis juriste en l'aide aux victimes et moi, j'accompagne des victimes, en fait, et pas les personnes auteurs. Et le fait d'être allé voir de l'autre côté, en fait, de découvrir la détention et de pénétrer au sein de l'univers carcéral, ça a apporté une plus-value à ma pratique professionnelle et ça m'a apporté en fait des nouvelles choses au niveau de ma manière de mener les entretiens avec les personnes victimes aujourd'hui. Et ce que je retiens en fait, c'est que le fait d'avoir rendu possible ce dialogue entre des auteurs et des victimes de violences conjugales, ça a été valorisant et gratifiant pour moi.
Et ce groupe, il s'est choisi. Et nous, avec Myriam, on a eu vraiment l'immense chance de pouvoir l'animer. Donc voilà, les retours que j'en fais et le bilan que j'en fais, ça a été vraiment du positif et très enrichissant au niveau professionnel. Voilà. Et si je dois poursuivre sur ma lancée, je le ferai avec plaisir en fait. Donc c'était une première rencontre avec une première surveillante qui a animé pour la première fois une mesure de justice restaurative et j'espère qu'il y en aura plein d'autres derrière. Voilà. Voilà, pour ma part, en tant que première surveillante, ben, c'était une expérience vraiment super, c'était vraiment génial. Rencontrer Marthe et travailler avec Marthe, ça a été quelque chose de très beau et on s'est très très vite comprises. On a été vraiment oui, on a été complices, on s'est complété. En fait, on s'est complété tout le temps. On ne s'est jamais coupé la parole. On a toujours été sur la même longueur d'onde et on se comprenait très très bien. Et quand il y avait quelque chose, eh ben, effectivement, il suffisait d'un regard pour qu'on sache ce qui se passait et c'était vraiment génial. Après, ben, le fait que moi je sois première surveillante, ça nous a vraiment beaucoup facilité les choses pour trouver les salles, pour les entretiens individuels, pour les séances plénières, pour les débriefs en groupe séparés à la fin de chaque rencontre plénière. C'est vrai que ça, c'était vraiment très facilitant. Quand on arrivait à la porte d'entrée, quand j'arrivais le matin à la porte d'entrée, je disais aux surveillants, aujourd'hui, c'est rencontre justice restaurative. Et donc, ils savaient qu'il y avait Marthe qui allait arriver, qu'on allait avoir les membres de la communauté qui allaient arriver, et puis les personnes victimes. Et ils nous ont vraiment facilité les choses, ils leur donnaient les badges, ils nous ont facilité les choses pour qu'ils aillent sur les zones administratives, pour aller au petit coin avant qu'on commence les rencontres. On a vraiment été bien accompagnés sur le sujet. On a beaucoup communiqué avec le personnel à chaque fois qu'on croisait un surveillant qui nous posait des questions. On a su répondre à toutes les questions et vraiment, ça nous a facilité les choses pour aller jusqu'en détention parce que les rencontres se sont déroulées dans la salle de spectacle et donc il fallait vraiment aller au cœur de la détention avec les personnes victimes. Et on a été très accompagnés par les personnels de surveillance qui nous ont facilité les accès à chaque fois pour aller jusque là-bas. On a dû organiser les pauses pipi, les pauses cigarettes parce qu'en détention, c'est le problème. À la salle de spectacle notamment, ben, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de petit accès extérieur pour pouvoir fumer. Il n'y a pas de toilette sortie et le pôle scolaire pour les pauses pipi, les pauses cigarettes, ben, on se trouvait dans le couloir qui mène au quartier disciplinaire. Donc, il n'était pas question de stagner à cet endroit-là. Enfin, on a vraiment eu des facilités d'accès et le fait que je travaille au sein de la détention, vraiment, ça nous a facilité beaucoup la tâche. Merci Myriam. Et je, je passe j'ai encore deux petites questions avant de passer aux questions des participants. Mais là, quand vous le disiez, je me suis dit que ça n'a pas été abordé et peut-être à l'aborder rapidement. Mais Marthe, tu disais tu es de l'aide aux victimes, mais tu es juriste. Myriam, tu es première surveillante. Mais quelle est la place des psys dans tout ça? D'un psy, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez en parler rapidement et que ce soit abordé? Alors, les participants, dès le départ, en fait, quand on commence les entretiens préparatoires, on leur indique que, il y a des psychologues soutiens qui sont présents pour eux. Donc, nous, il y a eu la psychologue du SPIP qui était la psychologue soutien pour les auteurs, donc le SPIP milieu fermé de la maison d'arrêt de Draguignan. Et au niveau des victimes, donc une psychologue de l'association d'aide aux victimes qui était disponible à tout moment
pour les personnes victimes. Voilà. Et Myriam et moi-même avons bénéficié d'une supervision technique avec une collègue de la justice de l'IFJR, pardon, et une psychologue du SPIP milieu ouvert de Toulon qui nous a assuré la supervision clinique. Voilà, et si je peux rajouter, pour les auteurs, on avait sensibilité le service médical. Si des fois, un détenu qui était auteur et qui était sur la mesure demandait à voir son psychologue ou son psychiatre qu'il avait en suivi au niveau du service médical pour qu'il soit vu assez rapidement. Merci. Et ma dernière question, on a 5 minutes avant de passer aux autres questions. Ça serait quelle particularité, voilà, on est sur le thème des violences conjugales. Est-ce que vous avez vu des particularités? Si oui, lesquelles? Au moment de l'identification, au moment de la préparation, au moment des rencontres ou autres? Est-ce que vous avez vu des particularités parce qu'on était sur des violences conjugales? Parce qu'on était sur le thème des violences conjugales, non, moi personnellement, je n'ai pas encore animé d'autres mesures sur d'autres thèmes, donc je ne peux pas dire, qu'il y avait des particularités spécifiques sur celle-ci. Là, la seule chose, c'est qu'on faisait attention, on a fait attention, bien évidemment, que les auteurs qu'on choisissait pour les mesures n'avaient aucun lien avec les victimes qu'on avait aussi choisies pour la mesure. Après, des particularités, non, pas vraiment, non, non, non. Pas pour Donc, moi. je dirais la même chose que Myriam. Après, la particularité peut-être cette vigilance qu'on a eue par rapport à l'emprise en fait. Le fait qu'il fallait qu'on soit vigilant à ce que ce mécanisme ne transparaît pas dans les rencontres par rapport à un auteur qui aurait pu peut-être avoir de l'emprise sur une personne victime. Après, je pense que le fait que ce soit des auteurs et des victimes qui ne se connaissent pas et que ce soit pas l'auteur et la victime directe de la même infraction a fait que ça n'a pas du tout transparu dans les rencontres et les victimes s'en sont saisies et ont expliqué comment elles avaient pu être victimes et être sous emprise de leur auteur. Donc, il n'y a pas eu de particularité ou de vigilance plus à avoir sur ces rencontres parce que c'était sur le thème des violences conjugales. Après, peut-être qu'avec Myriam, ce qu'on peut dire, c'est qu'on était attendu sur ces RDV violences conjugales au sein de la maison d'arrêt et que c'est peut-être plus avec les professionnels qui faisaient partie du groupe projet ou les directions où il y avait peut-être des craintes par rapport à cette mise en place de JR et violences conjugales. Mais nous, au niveau de la rencontre, il n'y a pas eu de difficultés insurmontables. Ok, merci. On a 2 minutes, je voulais peut-être aborder un sujet, enfin que vous en avez parlé, mais vous avez parlé des souvenirs, donc je me dis peut-être pour ceux à qui ça peut paraître bizarre ou qui ne comprendraient pas, les souvenirs, c'est voilà, les personnes ont la possibilité à la fin, s'ils veulent, on ne parle pas de cadeaux, il n'y a pas derrière de grandes valeurs pécuniaires, c'est un souvenir, voilà, pour se souvenir des échanges qu'il y a pu avoir. Je ne sais pas si vous voulez donner peut-être 2, 3 exemples de souvenirs qui ont pu être échangés à la fin des rencontres, peut-être pour que les gens comprennent un peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça peut consister. Alors, Myriam a le micro coupé, donc je vais y aller. Donc, il y a eu un livre qui a été offert aux participants, des dessins qui ont été réalisés avec des textes, un t-shirt et un violentomètre.
Voilà, c'est les souvenirs que les participants puissent échanger. Ok, merci. Bon, je vais peut-être vous poser les questions. Alors, mes collègues me font remonter. J'ai pu voir qu'il y en avait beaucoup. Donc, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes, mais je vous assure qu'on y répondra dans la foire aux questions qui vous sera automatiquement envoyée par mail. À partir du moment où vous êtes inscrit, vous la recevrez. Donc, au pire, n'hésitez pas à poser d'autres questions si jamais vous aurez les réponses un peu plus tard. Alors, comment a été présent... Alors, première question, enfin première, je pense que ce n'est pas la première. Comment a été présenté le projet aux personnes concernées? Quels objectifs leur ont été proposés? Qu'est-ce qui motivait les victimes en premier lieu? Trois questions en une, mais je pense que ça vient de la même personne. Comment ça a pu être présenté? Quels objectifs? Qu'est-ce qui a pu motiver les victimes? Quelles attentes avaient les victimes? Alors, concernant les personnes victimes, le projet, comment il leur a été présenté, ben, on les a juste informés de leur droit à bénéficier d'une mesure de justice restaurative. Ensuite, ben, les victimes sont revenues vers nous parce qu'elles étaient intéressées. Donc, ça leur a été expliqué en fait que c'était un espace de dialogue sécurisé au sein duquel elles pouvaient évoquer euh, les répercussions des actes pour lesquels elles ont été victimes, donc ici des violences conjugales, et que dans cet espace de dialogue, il y aurait des auteurs de violences conjugales qu'elles ne connaissent pas, qui seraient aussi présents dans l'espace. Et on leur a pas présenté d'objectifs, en fait, parce que c'est les victimes qui ont des attentes. Leurs attentes, elles leur sont propres. Donc, on leur a pas présenté d'objectifs pour les RDV. Voilà. Et la dernière question, c'était? Mais quelles peuvent être, c'était quoi exactement? C'était qu'est-ce qui motive les victimes en premier lieu? Donc, c'est quoi les attentes des Alors, victimes? pour les victimes qu'on a accompagnées là, dans CRDV, l'attente, c'était vraiment, elles étaient sur un cheminement, en fait. Et ce qui est ressorti, c'est que elles voulaient mettre un point final, en fait, euh, aux violences dont elles avaient été victimes. En fait. Elles voulaient mettre un point final à leur processus de victime de violences conjugales. Donc, après le procès, elles se posaient énormément de questions et elles souhaitaient pouvoir rencontrer des personnes auteurs pour avoir des réponses à ces questions ou pas, et à terme mettre un point final à leur parcours de victime. Merci. Autre question spécifique du coup à des rencontres détenues victimes qui se font en détention. Y a-t-il eu des appréhensions formulées par les victimes de se rendre en milieu carcéral, le fait d'aller en prison pour les victimes? Que- Comment l'ont vécu Bien les évidemment. victimes? Qu'est-ce que vous ont pu vous en dire? Alors, au départ, c'était un peu compliqué. Donc, sur les 3 personnes victimes qu'on a accompagnées, faut savoir que les 3 auteurs de ces personnes victimes ont été incarcérés dans cette maison d'arrêt. Donc, il y en a 2 qui étaient déjà venus à l'intérieur des locaux en parloir et une qui ne connaissait pas du tout. Et ça a été vraiment une appréhension de savoir que elles allaient rentrer dans la maison d'arrêt, mais au final, on leur a expliqué que elles n'allaient pas croiser des personnes détenues, que ça se passait au sein de la salle de spectacle. On a visité la salle de spectacle, donc quand on a fait la rencontre en groupe séparé, donc avant de commencer les rencontres, elles ont pu accéder à cette salle et au cours des rencontres, le fait d'avoir été en binôme avec un personnel de la détention, euh, ça a été très facilitant pour tout, comme Myriam a pu le dire. Mais par exemple, Myriam demandait un blocage des mouvements au cours des 2 premières rencontres. Et au bout de la troisième, on ne le faisait pas forcément et les victimes se sentaient quand même en sécurité, en fait.
Donc voilà, tout a été fait pour qu'elle soit sécurisée. Et voilà, ils nous ont fait confiance et voilà, il n'y a pas eu d'incident et ça a été à la fin naturel pour elles de se rendre là-dedans, même si au départ elles avaient de l'appréhension. Cette appréhension, elle s'est vite en- Ça a disparu. voilà, elle a vite disparu. Ok, merci. Je ne sais pas si Myriam va pouvoir répondre, peut-être que ça concerne davantage l'autre, mais enfin, quoi que non, toi aussi, Marthe. Mais est-ce que l'intervention du service pénitentiaire, donc le fait que ce soit une première surveillante qui anime, est-ce que ça a été un gage de défiance ou de confiance pour les détenus et en termes de liberté de parole? Alors, je pense que les personnes détenues, quand on les a rencontrées sur les entretiens préparatoires, je leur ai bien expliqué, parce qu'ils me connaissaient tous en tant que première surveillante, je leur ai bien expliqué, d'ailleurs j'étais en civil, quand je faisais les entretiens, j'étais toujours en civil, et je leur ai bien expliqué que c'était deux choses différentes et que ce qui se disait sur les entretiens et lors des rencontres restait sur les entretiens et dans les rencontres, et que moi, j'allais en parler à personne. Et donc, après, ils me connaissent suffisamment bien en détention, donc ils savaient que quand je disais ça, je ne le disais pas à la légère. Et en fait, ils m'ont totalement fait confiance là-dessus. Et dès le départ, sur les entretiens individuels, je leur disais, ici, je m'appelle Myriam, il n'y a pas de chef. Ici, je suis animatrice en justice restaurative. Et du coup, même moi, je me suis mise dans ce rôle-là. Dès le départ, j'étais en civil, je n'étais pas première surveillante. Voilà. Le seul truc sur lequel je me retrouvais dans le corps de première surveillante, c'est quand je demandais une clé à un personnel ou un Motorola ou un blocage des mouvements. Sinon, j'étais une animatrice de A à Z. Et les détenus, en fait, ont eu totalement confiance en moi sur ce truc-là. Et ils étaient ravis de me voir. Et quand ils me voyaient après en uniforme, ils m'appelaient chef. C'était vraiment, ils ont fait la part des choses, et moi aussi. Et on savait que ben, sur le temps des rencontres et des entretiens, c'était Myriam, l'animatrice. Et quand ils me voyaient en détention en uniforme, c'était chef, la première surveillante. Merci pour cette réponse, Myriam. Euh, une question qui est revenue plusieurs fois. Il me semblait que ça avait été abordé, mais peut-être pas très assez clairement. Mais quel bénéfice pour les participants? Voilà, quel bilan ils en ont fait? Quel bénéfice vous avez pu voir, vous, du coup, au moment de la rencontre bilan? Parce qu'après, vous n'avez plus de contact avec les personnes non plus. Donc, quel bénéfice vous avez pu voir, vous, à ce stade-là, pour les participants? Ou quel apport? Qu'est-ce qu'ils vous en ont dit à la rencontre bilan? Tous les participants étaient très, très contents. Lors de la rencontre bilan, ils nous ont dit qu'ils avaient trouvé le temps très long depuis la dernière rencontre plénière. Et en même temps, ils ont trouvé que c'était un temps nécessaire pour faire un retour sur soi. Mais pour tous, le retour, c'est que ça a été très beau, très positif, très bénéfique pour eux. Les personnes victimes étaient vraiment très, très contentes, et toutes, elles ont dit que ben, ça leur avait permis beaucoup de cheminer et de guérir un peu, parce qu'on n'est jamais complètement guéri de ça, mais d'être guéri un peu et de pouvoir reprendre leur vie. Les auteurs, eux, ben, ils disent que ça leur a permis de cheminer, de voir les personnes victimes sous un autre angle et de mieux comprendre ce qu'ils avaient fait endurer à leurs propres victimes. Et c'est un retour aussi sur eux qui leur fait dire que ben, les soins, c'est nécessaire et il faut vraiment s'en saisir. Si. Mars, tu voulais compléter ou...
Alors, ce que je peux dire, c'est que je pense que ceux qui seront le plus à même de dire qu'est-ce que ça a apporté pour eux, ce sont les personnes. Donc, Ouais, nous, avec notre regard d'animatrice, ce qu'on a pu constater, c'est que les personnes avaient cheminé depuis les entretiens préparatoires jusqu'à la rencontre bilan et que ce qu'ils ont pu verbaliser, ça a été vraiment que cette rencontre était nécessaire dans leur parcours et que ils étaient peut-être pas au même stade au niveau de leur réparation, mais que c'était très réparatif pour eux. Merci. Peut-être pour compléter ce que vous dites, c'est très juste ce que dit Marthe. L'idée de la justice restaurative, c'est de ne pas penser à la place des autres. Donc, à la rigueur, vous pourriez voilà, dire ce que eux vous ont fait part, mais l'idée, c'est de pas interpréter les bénéfices. Et du coup, là, ma collègue Émilie Matignon et notre vice-présidente Christiane Legrand sont en train de faire une enquête, faire un focus des retours de participants, mais que sur les violences conjugales. Donc, c'est en cours de préparation. Je ne saurais pas vous dire là quand est-ce que ce sera publié, mais on aura des retours de participants, de participantes, victimes et auteurs à des mesures de justice restaurative dans le cadre des violences conjugales. Euh, et donc, on vous invitera à aller le voir. Je ne peux pas vous donner de date, à part vous dire de pister sur le site de l'IFJR, mais on communiquera aussi dessus quand il sera fait ce rapport. Ensuite, je voulais peut-être rapidement compléter, comme l'a très justement dit Marthe aussi avant, la question, et je l'ai vu passer aussi une question comme ça avant, c'est quoi l'objectif en fait? De manière générale, le seul objectif de la justice restaurative, c'est de permettre le dialogue, permettre à des gens qui veulent parler, de pouvoir se poser les questions qu'on a posées, de pouvoir dire les choses qu'on a sur le cœur et qu'on a envie de délivrer à des victimes, à des auteurs. C'est le seul objectif. Donc, Marthe y avait très bien répondu avant aussi. Et peut-être une petite dernière question en 2 minutes, si vous pouvez répondre, mais est-ce que vous avez eu le soutien du service médical, notamment psychologue, donc en détention et en milieu ouvert pour les victimes, j'imagine? Alors, en détention, la psychologue qui était sur la mesure pour les auteurs a été sollicitée une seule fois. Et c'est du ressort du secret médical, donc ils n'ont pas communiqué avec nous. Voilà. Et au niveau des personnes victimes, seule la personne victime qui a été écartée de la mesure a fait appel au soutien psychologique ponctuel. Pardon, j'avais enlevé le micro pour tousser, je ne pouvais plus l'activer. Merci Alexandra. Ok, merci. Donc oui, ça a été suivi, mais c'est vrai qu'on voit que de manière générale, les gens ils font peu en proportion, peu appel au soutien psy, mais il faut qu'il soit là parce que le jour où il y a besoin, il faut qu'il puisse y avoir quelqu'un à disposition à l'écoute des personnes. Est-ce qu'il resterait une toute petite question, parce qu'il y en a plein en fait. Toute petite question, Myriam, si tu peux y répondre en 1 minute. Est-ce que le Ouais. regard des détenus qui ont participé à la mesure euh, ont changé sur toi? Est-ce que le regard des détenus participant à la mesure ont changé sur Myriam? Alors, sur Myriam, oui, sur la première surveillante, non. Donc, quand je les reçois en entretien individuel pour une raison ou pour une autre, ben, on se parle plus facilement. Enfin, eux me parlent beaucoup plus facilement. Mais quand on se voit en détention, peut-être ils ont le sourire plus facile quand ils me croisent. Mais sinon, ils me sollicitent pas plus qu'avant. Ok, intéressant. On est Merci. vraiment resté dans le cadre de la mesure. C'est vraiment resté dans le cadre de la mesure. La mesure est terminée. Et maintenant, je suis redevenue pour eux la première surveillante qu'ils voient tous les jours. Une question de casquette, comme tu disais. On le dit souvent en formation, mais on Ouais, met la casquette d'animateur de justice restaurative, après on l'enlève, on est à voilà. nouveau notre travail quotidien.
Voilà, la différence entre l'uniforme et le vêtement civil. Ouais. Écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Il me reste 1 minute pour clôturer. Merci beaucoup, Marthe et Myriam. Merci Merci à vous. Merci à à vous. tous d'avoir été aussi nombreux. Vous recevrez, alors j'ai vu je pense qu'il y a encore plein de questions. Vous recevrez la FAQ, vous recevrez le lien de la vidéo sur YouTube. Vous allez recevoir ça. Merci beaucoup. On est aussi disponible si vous avez des questions. Et puis, je vais terminer sur une bonne nouvelle qui n'arrivera pas chaque année. Il y a un film qui sort sur la justice restaurative qui s'appelle Je verrai toujours vos visages. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, il sort au cinéma à partir du 29 mars. Il y a des avant-premières avant ça. Sur nos réseaux, on a annoncé les avant-premières. Je ne vais pas les dire toutes là, il y en a plus d'une dizaine. Soit vous avez l'occasion d'aller à des avant-premières, soit je vous invite à aller voir le film au cinéma. Bravo Noémie pour ce petit partage d'écran. Vous trouvez l'affiche du film. Et donc avec des acteurs de renom, on a Leila Bekti, Gilles Lelouch, c'est vraiment un film de fiction grand public, de fiction mais très proche de la réalité. On a pu vivre on a pu échanger avec la réalisatrice et c'est pas à côté de ce qui se fait. C'est vraiment proche de la réalité. Donc on vous invite à aller le voir. C'est pas tous les matins qu'il y a des films sur la justice restaurative. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. 13h31. J'ai débordé d'une minute. Merci d'avoir été là et puis au plaisir de vous retrouver sur notre webinaire. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.